vous m'autorisez à enlever le masque, je vais rester éloigné du micro et on le désinfectera pour être parfaitement Covid-safe. Comme on dit en bon français. Oui, je sais que je suis en de bonnes mains ici. Écoutez, je suis vraiment content d'être avec vous. Alors vous savez, c'est quelque chose d'un peu convenu de dire ça, mais cette fois-ci c'est vrai. C'est vrai pour deux raisons. La première raison, c'est que vous avez maintenu cet événement avec un vrai public, avec des règles d'hygiène absolument drastiques, mais je pense que c'est très bien et très positif que des fédérations professionnelles envoient un signal de confiance, continuent de montrer qu'on peut travailler, même si ce n'est pas dans des conditions habituelles, et toutes ne le font pas. C'est la première raison pour laquelle je suis très content d'être là. La deuxième raison pour laquelle je suis content d'être là, c'est que j'ai découvert votre secteur. Ça n'est pas moi qui réalise les études qui sont faites par Asterès, j'ai une équipe qui travaille sur ces études, et dès que vous leur avez confié ce travail, mon directeur général, qui s'appelle Charles-Antoine Ferrer, m'a appelé et m'a dit « Là, on est vraiment sur un secteur qui est absolument passionnant et il faut que tu regardes ça parce que… » Alors, il ne m'a pas dit les choses comme ça et je le dis avec mes propres mots et je suis vraiment désolé si je choque certains d'entre vous, mais voilà, le plaisir de la discussion aussi, c'est de se dire les choses. C'était un secteur qui était un peu endormi et qui a été incroyablement réveillé pour le meilleur par la crise du Covid. C'était un secteur dans lequel on se posait des questions, un secteur qui n'avait peut-être pas l'image qu'il aurait dû avoir auprès des Français, un secteur dans lequel certains salariés pouvaient peut-être se dire qu'ils pourraient travailler ailleurs, et la crise du Covid, elle a tout changé. Elle a changé l'état d'esprit des gens qui travaillent. Et d'ailleurs, je me souviens, il m'avait dit, regarde, on a fait un sondage sur le taux d'absentéisme pendant la crise. Tu vois qu'il est très bas, c'est l'un des plus bas des secteurs en France, ce qui est un indicateur très symptomatique, qui m'avait beaucoup intéressé. Et puis, il est clair qu'on n'aurait rien pu faire sans vous. Je crois que ce sont les mots du ministre de l'économie, qui avait dû dire quelque chose de cet ordre-là. Et c'est évidemment extrêmement juste. Donc votre secteur, il a été mis en lumière par cette crise. Et je trouve absolument passionnant que cette crise, qui est une crise terrible, c'est comme quand un drame vous arrive dans la vie, ça n'est jamais souhaitable. Mais quand vous connaissez un drame dans la vie, vous n'avez pas d'autre choix que d'essayer quand même d'en tirer le meilleur. Et c'est quelque part ce qui arrive à votre secteur, qui en plus fait partie de la solution pour nous. Alors, je vais évidemment vous présenter quelques résultats de cette étude, même si j'imagine que l'étude sera bientôt disponible pour les adhérents de la FIS. Cette étude, du point de vue méthodologique, elle a été réalisée à partir de deux types de sources. Les sources officielles, les statistiques officielles que l'on utilise couramment chez nous, qui sont essentiellement celles de l'INSEE et d'Eurostat et qui correspondent au code NAF, tels qu'ils sont définis par les nomenclatures en vigueur. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'on a pu travailler à partir d'un sondage qui a été réalisé pour essayer de comprendre comment vous, les industriels du secteur, vous avez vécu cette crise. Et ça, évidemment, en termes d'analyse, c'est extrêmement riche parce qu'on a peu ce type d'analyse à ce stade. Nous, on travaille sur un très grand nombre de secteurs d'activité. On n'est pas du tout un cabinet spécialisé. On essaie au contraire d'embrasser la vision la plus globale possible. Et c'est très rare et très précieux d'avoir ce type de sondage. Et ça dit des choses tout à fait passionnantes. Et donc, c'était très intéressant de pouvoir travailler à partir de ces deux types de données. Alors, je vous ai dit il y a quelques instants que votre secteur, celui de l'industrie des produits d'hygiène, était un peu endormi. Ça n'est pas un jugement de valeur. Quand je dis ça, je dirais que l'activité était un peu léthargique, puisque depuis 10 ans, en réalité, le chiffre d'affaires n'avait quasiment pas augmenté. Il avait augmenté d'un peu moins de 10%, mais si vous le ramenez
en moyenne annuelle, et si vous corrigez des évolutions de prix, ça veut dire qu'en réalité, on était sur une évolution quasiment stable. Et je dirais même qu'en quelque sorte, c'était pire que ça, parce que si vous regardez attentivement les chiffres, vous voyez que cette décennie, elle est un peu coupée en deux, c'est-à-dire une première partie de décennie qui a été plutôt bonne, et une deuxième partie de décennie qui a plutôt été marquée par une diminution du chiffre d'affaires. Lequel chiffre d'affaires, vous le savez hein, bien évidemment, mais représente aujourd'hui à peu près 5 milliards d'euros pour à peu près 5000 salariés. Les chiffres détaillés sont dans l'étude, hein, mais je vous donne des grandes masses. De toute façon, vous les connaissez. Donc c'est quand même un secteur qui est relativement important, avec une répartition géographique sur le territoire qui est assez dispersée, ce qui est toujours quelque chose qu'on regarde, hein, surtout quand on travaille sur l'industrie, ce qui est mon cas, parce que vous savez que l'industrie présente deux grands intérêts du point de vue économique. Premier intérêt de l'industrie, les usines en général, elles ne sont pas dans les grandes villes, elles ne sont pas dans les métropoles. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très intéressant en matière d'emploi, parce que ça veut dire que l'industrie contribue à disperser l'emploi sur le territoire. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que c'est dans l'industrie que se concentre la plus grande partie de l'innovation et des gains de productivité. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans votre secteur, c'est que c'est un secteur avec des gains de productivité assez rapides. Notamment parce qu'il bénéficie d'une automatisation qui est relativement poussée. Il y a eu des investissements importants dans les usines ces dernières années qui ont permis globalement de maintenir une situation financière qui est bonne. Là encore, vous retrouverez l'analyse dans l'étude, mais que ce soit en matière de rentabilité ou en matière de ratio financier, on voit qu'on est sur un secteur qui se situe plutôt dans la bonne moyenne, alors avec des disparités bien évidemment, hein. Nous on fait des analyses sectorielles ou macroéconomiques, donc on raisonne sur des moyennes, il y a forcément des disparités, mais globalement on est sur un secteur qui a abordé la crise de façon plutôt saine. Quand je dis aborder la crise, vous, ça a été une crise de croissance, bien évidemment, mais c'est une crise quand même, puisque quand la demande augmente de 130%, ce qui s'est passé pour votre secteur au printemps, au mois de mars, augmentation de la demande de 130%, aucune entreprise est prête à ça. L'augmentation de l'offre a été de l'ordre de 110%, donc c'est déjà une performance qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a réussi à doubler, à faire un peu plus que doubler les volumes produits. Alors bien évidemment, il aurait fallu faire encore plus, mais le bouclage s'est fait par d'autres secteurs. Dans l'agroalimentaire, par exemple, il y a des industriels qui ont produit du gel hydroalcoolique. Alors, vous me direz sans doute qu'il est de moins bonne qualité que le vôtre. Je suis absolument incapable de juger, mais vous avez sans doute raison, bien que vous ne m'ayez encore rien dit, mais je lis dans vos pensées. Et donc, vous avez sans doute raison. Mais de toute façon, vous avez été en capacité de servir la quasi-totalité de la demande. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans le sondage, au prix de réorganisation qui ont été drastiques, notamment du côté de la supply chain. Parce que, évidemment, quand vous faites face à une telle demande, il faut être capable de produire vite. Ça, je dirais que ce n'est pas le plus compliqué. Quand on est industriel, on maîtrise son outil de production et on sait accélérer les cadences de production. En revanche, ce à quoi on n'est pas forcément habitué, c'est faire face à des ruptures de stock en amont. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de se fournir en totalité et on n'est pas non plus forcément organisé pour livrer extrêmement vite en aval. Et je sais, et c'est ce qu'on voit dans l'enquête, que c'est un travail qui a été très compliqué, bien évidemment, pour beaucoup de vos entreprises. Bon, en même temps, moi je vois les choses de l'extérieur, et donc les chiffres montrent que ce travail, il a été fait. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est qu'il a été fait pour le meilleur. C'est-à-dire que le fait, par exemple, de diversifier ses approvisionnements, ce qu'ont fait un très grand nombre
de vos entreprises. Ça, c'est un acte de saine gestion qui aurait dû être fait avant, en réalité. Je ne vous jette pas la pierre, on a retrouvé la même problématique dans tous les secteurs, et on l'a retrouvé aussi au niveau macroéconomique. On s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de choses qu'on achetait dans un seul pays, voire dans une seule usine. Bon, et quand l'usine elle était proche de Wuhan, évidemment, en termes d'approvisionnement, ça s'est avéré être problématique pendant quelques semaines. Bon, ça, on peut jeter la pierre à personne, c'est comme ça. Mais la crise, elle a permis de changer ça. Et ce qui est très important, c'est que ces changements d'habitude, ils doivent durer. Et ça, c'est vraiment un message que je veux faire passer. C'est le message que je fais aussi passer en ce moment au pouvoir public, parce que la problématique est la même. Il ne faut pas revenir comme avant. Voilà. Il faut que cette crise, qui est très grave, hein, c'est la récession la plus forte depuis 1942, hein, donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors c'est pas une récession pour vous, mais c'est une récession au niveau macroéconomique, donc on ne peut pas s'abstraire de cet environnement-là. Mais il faut absolument que les bonnes pratiques qui ont été acquises de force, sous la contrainte, pendant la crise, ces bonnes pratiques, il faut les conserver. Et je fais aussi allusion à des pratiques managériales. Je conclurai par ça dans quelques minutes. Cette demande forte qui s'est adressée à vos entreprises, elle va demeurer forte. Alors moins, bien évidemment, que ces derniers mois, mais les problématiques d'hygiène dans les entreprises, dans les logements, au-delà même de la question du gel hydroalcoolique, cette problématique, maintenant, elle va demeurer. C'est fait. Covid-19 ou pas, ce sont des habitudes que nous avons prises. Alors, le masque, je pense que quand on sera débarrassé du virus, on le fera tomber. Peut-être pas complètement, mais je pense que, en tout cas, en dehors des saisons d'hiver, on le fera tomber. Mais le gel hydroalcoolique, ou tous les gestes d'hygiène, notamment dans l'entreprise, j'y reviendrai dans quelques instants, ce sont des bonnes pratiques que l'on va garder. Surtout, et ça c'est un immense enjeu pour vous, si c'est assorti de progrès réels, sensibles, dans le domaine du développement durable. Parce que c'est ce qui ressort de l'enquête, et c'est aussi la façon dont j'analyse les choses. Vous avez, je pense, trois grands défis pour l'avenir. Le premier grand défi, c'est être capable de servir une demande qui sera durablement plus dynamique. En tout cas, du côté des ménages, du côté des entreprises, ayons quand même en tête le fait que la surface moyenne des bureaux va diminuer ces prochaines années. Les partenaires sociaux sont, au moment même où on se parle, en train d'essayer de trouver un accord sur le télétravail. Mais le télétravail, il est entré dans les mœurs. Alors, le télétravail, ce n'est pas possible pour tous les salariés, mais c'est possible pour un très, très, très grand nombre de salariés. C'est possible pour 30 à 40% des salariés. Donc, c'est absolument colossal. Et le télétravail, ça ne sera jamais 5 jours par semaine. Mais le télétravail pour 30% de salariés entre 1 et 2 jours par semaine, c'est un changement absolument considérable. D'accord ? Donc ça, c'est une donnée prospective que, bien évidemment, vous devez avoir en tête. En même temps, il y aura moins de bureaux, il y aura peut-être aussi un peu moins de commerce, mais il y aura plus d'entrepôts, il y aura plus d'usines, on espère. Enfin, on est en train d'essayer de mettre en œuvre des mesures pour faire en sorte qu'il y ait plus d'usines, et il y aura plus de logements. Ça, il le faut absolument, et les gens seront plus chez eux. Donc, vous avez des modifications qualitatives dans la demande, mais la demande, elle restera forte. Donc ça, c'est un enjeu important pour vous, qui se traduira forcément par des investissements supplémentaires ces prochaines années, d'autant plus que la situation financière du secteur, elle est
relativement saine. Là encore, je vous donnais quelques chiffres tout à l'heure, mais vous avez aussi des chiffres dans le sondage sur la part des entreprises qui estiment avoir des difficultés financières aujourd'hui. Mais la question qui est posée est une question relativement large. On est entre 10 et 15%. Alors ça peut vous sembler beaucoup, mais au niveau de l'économie française, on est plutôt à 20%. Voyez, donc voilà, il ne faut pas dramatiser ça. On voit que ça monte. Alors, les difficultés financières, comme vous savez, elles montent aussi en période de croissance, hein, parce que vous avez des besoins en fonds de roulement qui explosent, et d'ailleurs, j'imagine que chez vous, ils ont dû exploser. Vous avez des délais de paiement qui s'allongent. D'ailleurs, je le dis au passage, puisque cette problématique des délais de paiement, elle est apparue dans l'étude et dans les sondages. Il faut être intraitable en matière de délai de paiement. Et les fournisseurs, les clients qui ne vous règlent pas à temps, c'est quelque chose qui n'est pas possible. On a mis en place des mesures de politique économique extrêmement fortes pour que les entreprises aient de la trésorerie. Elles ont aujourd'hui énormément de trésorerie. Hein. Les comptes des entreprises, les comptes à vue des entreprises sont plus importants aujourd'hui que les comptes à vue des ménages. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, notamment parce que les entreprises ont fait appel aux prêts garantis par l'État, hein, les fameux PGE, à hauteur de 120 milliards d'euros à peu près. Donc, il y a une trésorerie très abondante. Donc, il n'y a pas d'excuse, si vous voulez, par rapport au délai de paiement, et j'y reviendrai là aussi dans quelques instants dans ma conclusion, mais l'État, c'est-à-dire la nation, fait des efforts absolument colossaux pour les entreprises, et j'ai beaucoup soutenu ça, bien évidemment, mais des efforts colossaux pour les entreprises. Les entreprises ont un devoir moral qui est de jouer le jeu. Donc, sur les délais de paiement, non. Voilà. On respecte les règles du jeu, sauf si on est bien évidemment au bord de la faillite. Donc, il y a cette problématique des investissements, et puis il y a bien évidemment la problématique du développement durable, puisque vos entreprises souffraient d'une image négative en matière de développement durable avant la crise. Et cette problématique du développement durable, elle a été, aux yeux des gens, consolidée par la crise. Ce n'était pas forcément évident au départ, hein. On aurait pu se dire, au fond, que les opinions publiques allaient se focaliser sur les questions sanitaires, allaient se focaliser sur les questions économiques et sociales, et faire passer un peu au second temps les questions écologiques. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les opinions publiques ont considéré, et à mon avis d'ailleurs elles ont parfaitement raison, enfin je m'inscris là-dedans, elles ont considéré que cette crise du Covid-19 montrait que des catastrophes étaient possibles, et que le risque climatique générait un risque de catastrophe. Et donc, il fallait aussi se prémunir contre ça. Et donc, il y a des investissements, par exemple, en matière d'économie circulaire, qui doivent être faits ces prochaines années pour le bien du secteur. Et puis, je termine avant de passer aux interactions. J'espère que je n'ai pas trop parlé, mais je termine sur la question managériale. Cette crise, pour vous, du point de vue managérial, elle facilite considérablement les choses parce qu'elle a donné du sens au travail. Et les salariés, ils demandent trois choses. Ils demandent du sens, ils veulent travailler pour quelque chose qui a du sens. Ça, c'est la première chose. Ils demandent de l'autonomie. C'est la raison pour laquelle il faut négocier sur le télétravail. Même si, je le répète, un télétravail, ce n'est pas possible pour tout le monde, ce n'est pas possible à 100%, bien évidemment, mais pour ceux pour qui c'est possible, il faut traiter ce sujet sans le renvoyer au calendrier grec. Hein. Et le troisième sujet, c'est que le troisième besoin des salariés, c'est l'autorité. Les salariés ont besoin d'autorité. Ils sont en demande d'autorité. Et l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme, hein, c'est l'inverse. Hein. L'autorité, ça vient du latin augere, c'est tirer les gens vers le haut. L'autoritarisme, c'est les tirer vers le bas. Hein. Donc c'est l'inverse. Tout le bullshit sur l'horizontalité, ça n'a aucun sens. Hein. D'accord ? Même en politique, on commence à le comprendre avec la convention citoyenne. Hein. Voilà. Maintenant, on a joué l'horizontalité. Voilà. Le gouvernement doit se débrouiller avec ça. Non, on ne fait pas ça. On a besoin d'avoir des leaders et des chefs, et les gens sont en demande de ça. D'accord ? Les gens, ils veulent un patron. Les gens, ils veulent des managers. Les gens, ils ne se plaignent jamais d'avoir des managers, ils se plaignent d'avoir des mauvais managers. Différent. Et ça peut être parfaitement légitime. Mais les gens ne se plaignent pas d'avoir un chef ou des managers. Sinon, c'est qu'ils ne sont pas faits pour la vie en entreprise. Et
je vous laisse méditer sur l'autorité et sur le management, sur l'autonomie aussi, ce sont les discussions qui sont en cours, mais sur le sens, cette crise, elle a vraiment de fait redonné du sens, parce qu'on a absolument besoin de vous. Enfin, je veux dire, vous êtes devenu un maillon essentiel, non pas de l'économie, ça vous l'étiez avant, mais vous êtes devenu un maillon essentiel de la société. Et ça, c'est quand même une raison assez formidable de se lever le matin. Le fait que la crise ait redonné du sens donne une responsabilité accrue aux dirigeants d'entreprise. Parce que d'une certaine façon, ça facilite le job des dirigeants d'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle, et je m'arrête là, les dirigeants d'entreprise ont une responsabilité. Et notamment une responsabilité d'accompagner le mouvement de croissance, d'accompagner le mouvement de relance. On met sur la table un plan de relance de 80 milliards d'euros, sans compter tout ce qu'on a fait auparavant, notamment sur le chômage partiel, sur l'activité partielle, sur les PGE, qui auront quand même un coût pour l'État, pas énorme, mais quand même. Ce sont des sommes absolument colossales. J'ai participé à toutes les réunions des économistes autour du ministre de l'économie depuis la fin du mois de février. Je peux témoigner du fait qu'il n'y a pas un pays au monde où on a fait autant pour les entreprises. Il n'y en a pas un au monde. Et c'est formidable, hein. D'accord ? Je ne considère pas du tout ça comme des cadeaux, c'est formidable, il fallait le faire et j'ai beaucoup poussé pour ça. Mais ça donne une responsabilité aux entreprises. Et cette responsabilité aux entreprises, c'est d'accompagner ce mouvement de relance, de prendre des alternants quand c'est possible, d'investir quand c'est possible, de motiver les salariés quand c'est possible, parce que non seulement il faut le faire pour la collectivité, mais les entreprises, pour elles-mêmes, à titre individuel, ont tout à y gagner. Voilà, je m'arrête pour ce propos liminaire. Merci beaucoup Nicolas pour cette analyse que vous nous donnez. Et oui, je le confirme, l'étude qui a été réalisée par STRS sera rendue disponible aux adhérents très prochainement. Alors maintenant, on va faire peut-être le petit jeu des questions-réponses. Donc, on vous rappelle pour les gens qui sont connectés, si vous avez des questions, de l'envoyer sur le chat. Est-ce que dans la salle, voilà, une question dans la salle. Une question dans la salle. Patricia, si tu peux juste te présenter. Vous ne tenez pas le micro, voilà, c'est Romain qui tient le micro. Patricia Charizel, donc je représente la Fédération des entreprises de propreté. Donc une partie effectivement des clients dont vous avez parlé, professionnels qui ont été en première ligne pour maintenir l'activité, puisqu'on a 500 000 salariés, 12 000 entreprises qui étaient à la manœuvre pendant la période du confinement en particulier et qui ont concouru de façon importante à la question du déconfinement. Peut-être vous donner un élément qui va dans votre sens. On vient de rendre une étude avec BVA sur la perception des Français et des actifs sur la propreté et sur l'hygiène, sur notre secteur en particulier. Et en gros, on a 96% des Français, des actifs qui nous disent « Nous, on veut absolument que post-Covid, tout ce qui a été mis en place en matière d'hygiène et de propreté soit maintenu. » 96% pour 96% des personnes interrogées qui corrèlent directement leur sécurité avec la question de l'hygiène et la propreté, puisqu'ils disent, nous, on ne se déplacera pas, on ne consommera pas, on ne retournera pas dans l'entreprise si effectivement on ne se sent pas en sécurité. Et cette sécurité, elle est notamment assurée sur la question de l'hygiène et de la propreté. Une question quand même pour vous, Nicolas Bouzou. Vous avez parlé du plan de relance. Alors là, on est effectivement dans une salle où on a des industriels, donc des gens qui sont des fabricants. Nous, on représente l'économie des services, qui, à notre sens, est un peu l'oublié du plan de relance. Si je peux vous demander de réagir en une minute là-dessus, parce qu'il y a très peu de choses sur les services dans le plan de relance. Alors, je trouve peut-être un peu sévère. Alors, je ne suis pas là pour défendre, je ne suis pas membre du gouvernement, hein, mais la baisse des impôts de production, tout le monde va en bénéficier, par exemple. Bah oui, un petit peu moins les services que l'industrie, mais c'est quand même une mesure qui est une mesure globale et qui pénalisait du coup plus l'industrie que les services. Les mesures en matière de formation professionnelle, elles bénéficient autant aux services qu'à l'industrie. Toute la question de la rénovation énergétique, alors je ne sais pas, il faudrait qu'on y réfléchisse, quel type d'impact ça peut avoir sur vos secteurs, mais forcément ça doit avoir un impact, parce que les bâtiments qu'on va rénover, notamment les bâtiments publics, vont être plus utilisés
à l'avenir que par le passé. Et donc, ce sont des bâtiments qui seront occupés et qu'il faudra aussi rendre propres. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas opposer, c'est pas du tout ça n'est pas à vous, hein, là, pour le coup, que je m'adresse, mais je fais une remarque plus générale. Je pense qu'il ne faut pas opposer l'industrie et les services, et d'ailleurs, vous montrez très bien ça. C'est qu'en fait, vous voyez bien qu'il y a une interaction très forte entre vous et vos fournisseurs. Et qu'en fait, il faut vraiment raisonner par chaîne de valeur, et tout le monde est absolument dans le même bateau. C'est vrai qu'en France, peut-être qu'on a eu... voilà, comme on raisonne beaucoup, on a une mentalité d'ingénieur, notamment en termes de politique économique, on raisonne beaucoup industrie, services, etc., sans voir que quand l'industrie se développe, les services en bénéficient. Et à l'inverse, dans l'industrie, il y a énormément de services d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de métiers de service. Sur le premier point, je vous serais vraiment reconnaissante, si c'est possible, de me passer l'étude, de m'envoyer l'étude. J'attendrai vendredi. J'ai une question. Merci. Merci Patricia. Moi je la veux bien aussi, hein, l'étude. Et on te donnera celle d'Asterès. Non, mais je suis content aussi. que ça corrobore l'analyse que je fais. Alors, justement, mais les chiffres que vous donnez sont très spectaculaires. C'est encore plus que ce que je pensais. Pardon. Justement, et effectivement, l'intervention de Patricia a été un peu dans ce sens, mais j'ai plusieurs questions sur... effectivement, vous dites que la demande va rester forte en produits d'entretien. Ouais. Donc j'ai plusieurs questions sur est-ce que vous pouvez développer, comment est-ce qu'on peut estimer cette forte demande dans la post-crise. Parce qu'il y a il y a en consommation ce qu'on appelle des effets de cliquet, c'est-à-dire que quand vous avez des crises qui modifient de façon extrêmement brutale des comportements, les comportements ne reviennent pas à la normale après. Les habitudes se prennent, et à partir du moment où des produits apportent de la valeur, surtout une valeur qui va au-delà de la crise actuelle, ces habitudes, elles vont continuer. Mais vous voyez ça dans tous les domaines. Alors, excusez-moi pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas à Paris, mais vous regardez le développement du vélo à Paris ou dans toutes les métropoles, il est clair que même quand on sera en capacité de reprendre les transports en commun normalement, le trafic à vélo ne va pas diminuer. Ce sont des habitudes, ça fait beaucoup de débats d'ailleurs, mais qu'on soit pour ou contre, de toute façon, ce sont des habitudes qui vont se garder. Donc la transformation des villes, elle est enclenchée. C'est la même chose pour les questions d'hygiène, d'autant plus qu'on voit que la montée de l'hygiène, alors avec aussi le port des masques, il faut être tout à fait honnête, mais a des conséquences sanitaires extrêmement positives qui vont très au-delà du Covid-19, puisque vous savez que dans les pays de l'hémisphère sud, en ce moment, on a une diminution de l'incidence de la grippe de 90%. D'accord, par rapport à l'année dernière, 90%. C'est-à-dire qu'en fait, alors il faut quand même vous vacciner, mais on est quand même en train quasiment de mettre fin aux épidémies de grippe. La gastro, c'est un peu plus compliqué. Il y en a moins, mais c'est un peu moins sensible à l'hygiène que la grippe. Mais encore que. Mais vous voyez, donc je pense que vraiment, ce sont des habitudes qui vont durer. Après, c'est une analyse de prospective. Évidemment, on peut pas en être sûr, on peut pas en être certain, mais vous voyez des sondages, des enquêtes qui commencent à être faites, qui commencent à être réalisées et qui vont vraiment dans ce sens. Parce qu'il faut bien comprendre, pardonnez-moi, mais que porter un masque, c'est un peu embêtant. Voilà. Mais en revanche, avoir des bureaux, avoir des normes d'hygiène un peu drastiques dans les bureaux, ou comme on le fait avec les micros, je prends cet exemple tout simplement, nettoyer les micros, c'est pas embêtant. C'est un geste qui gêne personne, qui prend 3 secondes. Et en fait, qu'on aurait dû faire bien avant la crise du Covid. C'est complètement évident, si vous voulez. Et donc ça, je pense qu'on continuera de le faire, parce que ça n'a pas de coût. Le port du masque, je pense qu'on continuera de le porter un peu l'hiver pour éviter les grippes, etc., comme font nos amis asiatiques. Mais c'est quand même un peu embêtant de porter un masque. Là, je vous vois tous avec un masque. Je préfère 1000 fois ça au fait de ne pas vous avoir devant moi. Mais je préfère quand même voir vos sourires et ce serait plus agréable. En revanche, le fait de nettoyer le micro, de nettoyer la table, ça, on continuera de le faire. Alors, j'ai une autre question sur le management. Oui.
Pour vous, donner du sens et être autonome, est-ce que cela ne va pas de pair plutôt avec le management horizontal? D'autant plus que les salariés et même les consommateurs veulent être acteurs et participer. Bien sûr, mais en fait, je crois que ce qu'il faut, c'est concilier les deux. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin d'une verticalité dans toutes les organisations. Si on n'avait pas besoin de chef dans les organisations, ça se saurait. Et on aurait des organisations sans chef. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on a besoin d'avoir des dirigeants. Dans l'entreprise, ils sont choisis par les actionnaires. En politique, ils sont choisis par le peuple. Mais la démocratie, ce n'est pas l'absence de dirigeants. La démocratie, c'est le fait que le peuple choisit ses dirigeants. Ce n'est pas le fait que le peuple gouverne. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. C'est le fait que le peuple choisit ses dirigeants. L'entreprise libérée, ça n'a quasiment jamais existé. Et quand ça a existé, ça a mené à des catastrophes. Donc, c'est pas possible. Mais ça n'est pas du tout incompatible avec l'autonomie. C'est même absolument complémentaire de l'autonomie. C'est-à-dire que le management et la direction d'entreprise, ça consiste à donner du sens, à donner des objectifs et à être une ressource. Le bon manager, c'est le manager qui est une ressource. Le mauvais manager, c'est le manager qui est une contrainte. Alors, comme on est entre amis, je vais vous le dire comme je le pense, il y a dans les entreprises, je ne parle pas des vôtres, je parle des entreprises en général, beaucoup plus de managers qui sont des contraintes que des ressources. Voilà. Bon. Parce qu'on a pris la mauvaise habitude de nommer manager des gens qui sont bons techniquement. Donc c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Si on fait de manager une promotion et pas une compétence, ça aboutit à des catastrophes. C'est pour ça qu'il y a cette confusion et qu'on se dit qu'en fait, il vaudrait mieux des organisations horizontales. Mais non, il faut des organisations verticales, mais qui laissent de l'autonomie. Et l'autonomie ne porte pas sur les fins. Les fins, les objectifs sont fixés par les dirigeants de l'entreprise. Mais l'autonomie doit porter sur les moyens. Voilà, c'est-à-dire qu'on laisse les gens s'organiser un peu comme ils veulent. Vous savez, tous les directeurs d'hôpitaux que j'ai rencontrés depuis la crise m'ont dit, si on a réussi, si on a fait des miracles au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai, si on a fait des miracles, c'est parce qu'enfin, on nous a laissé nous organiser comme on le voulait. Voilà. Mais laisser nous organiser comme on le voulait, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de chef. Il y avait toujours des responsables de service, etc. Simplement, on a fait sauter provisoirement, malheureusement provisoirement, toute la bureaucratie qui empêchait les gens d'agir. Donc, il y avait toujours une verticalité, toujours une direction. Alors là, il y avait du sens en plus. Bon, c'était facile en termes de sens. Voilà, il fallait soigner les gens. Mais en revanche, en termes de moyens, on laissait les gens, les équipes s'organiser comme elles le souhaitaient. Et ça a fonctionné. Merci beaucoup, Nicolas, pour vos réponses c'est moi qui et vous votre remercie. analyse. Merci beaucoup. Merci, merci à bientôt. Vous devez partir. Merci.